Moi, entrepreneur, comment agir et penser en même temps? En proposant ce thème, la Fondation MMA et la FNEJ avaient deux intentions. La première consistait à discuter entre entrepreneurs et académiques, je dirais, puisque c'est la formule de ces rencontres organisées par la FNEJ, et de discuter des tensions inhérentes à l'action entrepreneuriale. Mais nous voulions aussi l'aborder sous un angle particulier au niveau de la personne, de l'entrepreneur lui-même ou elle-même. En effet, si les États s'interrogent sur les écosystèmes propices à l'entrepreneuriat, si les banquiers ou les investisseurs scrutent la qualité d'un business plan ou la viabilité d'un business model, l'entrepreneuriat demeure une démarche personnelle, une aventure où la personne est au centre, investie dans son projet, grisée par son déploiement et parfois submergée par sa gestion courante. Penser et agir en même temps est l'une des tensions assumées par l'entrepreneur, mais il en existe beaucoup d'autres, comme explorer les possibles tout en exploitant l'existant, intégrer une vie professionnelle exigeante dans une vie personnelle, conduire un projet très personnel avec, pour et parfois malgré les autres. Ces tensions sont connues, chacun rêve d'équilibre, d'harmonie, de pratiques apaisées et sereines. En fait, on sait mais on ne fait pas. On analyse les dérapages des autres avant d'y céder soi-même. On rêve de vertu et d'ascèse personnelle, mais on se confronte tous aux mêmes difficultés, dangers et parfois accidents. Comme pour tous les problèmes humains, les solutions ne viennent pas des remèdes miracles ou des injonctions, mais plutôt de la manière d'aborder les problèmes, de l'angle de vue, étymologiquement, de la théorie. Nos intervenants nous en proposent trois. Premier regard, celui de l'origine des tensions. Les rôles que doit jouer la personne entrepreneur génèrent un premier faisceau de tensions entre le court et le long terme, le quotidien et le stratégique, soi et les autres. Ce sont autant d'exigences de rôle que la psychologie nous a habitués à associer à des personnalités ou à des profils très différents et souvent incompatibles. Le contexte personnel de l'entrepreneur pourrait être une seconde source de tension. En particulier, la cohabitation entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans le cas des mères entrepreneurs, par exemple, mais la réalité semble plus diverse et subtile qu'on aurait pu le prévoir au démarrage. Les professeurs pourraient s'interroger sur l'existence d'un statut d'étudiant entrepreneur, comme si on pouvait à la fois étudier et entreprendre. L'expérience, là encore, montre que les incompatibilités ne vont pas de soi non plus. Les tensions apparaissent souvent à l'occasion d'accidents, de santé par exemple, accidents qui surviennent brutalement, à la surprise un peu incrédule de leurs victimes. Ces accidents sont alors une révélation, un point de basculement. Autant dire que les origines des tensions sont multiformes et la diversité des histoires personnelles d'entrepreneurs nous garde en la matière de généralisation trop hâtive. La deuxième manière d'aborder la question consisterait à observer les ressources qui sont sollicitées pour prendre soin de ces tensions. On conseille à l'entrepreneur de prendre soin de lui ou d'elle, de faire l'effort de la pleine conscience de soi en investissant tout autant sur ses réseaux. Il ou elle doit faire le long travail du choix, du discernement, tout en ayant approfondi les références de ce choix. On lui demande de passer du corps à l'esprit avec agilité, tout en étant présent aux autres comme donneur de sens, prophète d'une certaine manière. Là encore, les pistes semblent multiples, idiosyncratiques, liées étroitement au processus personnel de développement d'une motivation, d'un mode de vie, d'une maturité, comme l'envisagent depuis longtemps les psychologues du développement. Il nous reste un troisième regard possible, celui des modus operandi pour gérer ces tensions. La nécessité étant, pour reprendre un intervenant, non pas d'essayer de tout concilier, mais de décrire plutôt comment on y parvient. De toutes ces expériences, trois conseils se dégagent. Premièrement, la posture. En matière d'entrepreneuriat, la réalité ne correspond jamais à ce que l'on veut,
à ce que l'on espère ou à ce que l'on craint. Vie personnelle et professionnelle pourraient aussi être conciliables finalement. Les tensions tenables, les études et l'entrepreneuriat synergiques, mais aussi les accidents possibles. La gravité de ces accidents n'enlève d'ailleurs rien à la possibilité d'une résilience, voire d'un renforcement personnel. En ce sens, les expériences d'entrepreneurs ont une vertu pédagogique pour ceux qui abordent l'humain dans l'organisation, parfois de manière un peu trop simpliste. Deuxièmement, l'apprentissage. Les étudiants vivent la tension entre l'étude et le projet, et ils apprennent de cette expérience leur métier d'entrepreneur. Comme toutes les autres émotions, les tensions de l'entrepreneur ne peuvent s'apprendre et donc se dépasser que par l'expérience. Ainsi, la motivation se construit dans le temps, tout comme le sens de son action d'ailleurs. Angela Duckworth l'a bien montré en démontant les ressorts de la niaque. En ce sens, l'expérience n'est rien, mais l'apprentissage à partir de son expérience est tout. Troisièmement, comme dans l'histoire selon laquelle il faut chercher ses clés là où on les a perdues et non pas là où se trouve la lumière, il faut se garder de viser l'illusoire équilibre, d'espérer le miraculeux hypotenseur ou de rêver à la surfemme ou au surhomme. La solution des tensions est dans l'exigeant travail personnel, consistant à admettre que la réussite de l'entrepreneur est dans son travail d'organisation, c'est-à-dire la rencontre entre son action personnelle et les désirs d'appartenance des autres à la pérennité de son projet. Finalement, nos intervenants nous disent, et je vais m'arrêter là, que la clé de la personne entrepreneur pour vivre ces tensions, c'est finalement les autres. Je vous remercie.